Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette reprise du temps des archives. Voilà, toujours en partenariat avec l'INA. C'est un cycle qui existe depuis 2013 avec des années un peu différentes les unes après les autres. Justement, je vais laisser Mireille vous parler un petit peu de cette saison. Merci à l'INA aussi et à Hervé Brusini, mais elle va en dire un mot, de reprendre ce cycle avec nous. Voilà, oui, merci à tous. Pour nous, c'est un grand plaisir de reprendre ce cycle et je tenais tout particulièrement à saluer Hervé Brosini, le remercier d'avoir accepté d'animer cette saison avec nous. Donc c'est la première ce soir. Remercier Juliette Mince et Nessim Znayen de se prêter à cet exercice ce soir et vous dire que voilà, on entame cette nouvelle saison avec 4 rencontres qui sont programmées. On vous parlera de la prochaine à l'issue de celle-ci. Et vous dire que, voilà, je n'ai pas envie de présenter Hervé Brosini parce que tout le monde le connaît, mais dire à quel point je suis fière qu'il soit avec nous ce soir parce que c'est un grand professionnel, que je pense que vous allez vous en apercevoir tout de suite et que en plus, voilà, à titre amical, c'est aussi... très très bien qu'il soit là, donc à toi de jouer. Voilà. Je suis confus et puis en même temps hyper content que vous soyez là, parce que vous n'êtes pas trompés. C'est une super soirée parce que voilà, il y a des gens remarquables qui sont avec nous. Juliette en tant que témoin, Juliette Mince, vous allez tout de suite saisir je dirais, l'acuité de son regard. Et puis Nessim, formidable, je l'ai eu au téléphone, tout de suite il a commencé à dire je vais travailler là-dessus et tout, il a pris ça très au sérieux. Je vous remercie beaucoup d'être là et d'être aussi complémentaire à tout niveau, je dirais. C'est-à-dire d'un côté le témoignage et de l'autre côté l'histoire. Voilà, et le fait d'avoir constaté les choses des visus. Et je sais que vous avez comme ça déjà quelques débats entre vous. Voilà, c'est drôle et en même temps profond parce que nous évoquons aujourd'hui un thème très proche de l'actualité. Qui peut dire ce que va devenir l'Algérie avec ses manifestations si émouvantes, pacifistes de toute une jeunesse? Et puis, que va devenir Cuba? Cuba qui est là, comme ça, dans une période très d'équilibre qui se cherche, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout face au géant états-unien avec à sa tête un Trump impérator, aussi imprévisible que jamais. Donc, comme dit Régis Debray, qui connaissait bien le thème dont nous allons parler, il n'y a pas de néo, c'est-à-dire de nouveauté sans paléo, sans évoquer l'histoire. Et donc, on va se livrer à cette dégustation du document d'archives et qui vient ponctuer cette soirée avec tout ce que ça veut dire de saveur d'une époque, de saveur culturelle, parce que ce soir, nos documents d'archives viennent d'un peu partout. Et là, encore grand merci à Lina qui a eu la gentillesse de me remercier. Et je dis surtout, bien sûr, aussi grand merci au MUSEM. Ça paraît cérémonieux tout ça, mais vous savez, pour un petit gars, d'être là avec vous, c'est quelque chose d'important. Surtout que mon prédécesseur, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, l'idée, c'est que vous allez avoir aussi bien des extraits des journaux télévisés que des actualités françaises que les Françaises et les Français voyaient dans les salles de cinéma au rythme hebdomadaire. Et puis, bien sûr, des documents assez étonnants, peu connus, très peu connus, issus des actualités cubaines et algériennes. Et ça, c'est les grandes découvertes de l'INA. Et c'est assez formidable, vous verrez, d'entendre le Tché parler français, d'entendre sa voix avec un français tout à fait élaboré, absolument remarquable quant aux constructions des phrases. Après, politiquement, Juliette nous dira ce qu'elle en pense. Et donc, voilà, c'est ça la richesse de cette soirée. Il y aura un échange avec quelques questions de ma part pendant une toute petite heure.
Et après, ça se fera, parce qu'il faut se méfier de ce que disent les journalistes en ce moment, hein. Ils disent que ça va être vrai, pas vrai, on ne sait pas trop. Mais moi, je vous garantis sur facture que dans une petite heure, vous aurez effectivement un jeu de questions-réponses avec nos invités qui, une fois de plus, nous apportent plein de choses ce soir. Alors, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est se livrer à ce moment quasi proustien, n'est-ce pas, de regarder ce que voyaient nos proches parents, ou nous-mêmes pour certains, en 62, dans les salles de cinéma, pour voir ce qu'était la rétrospective de l'année. Nous sommes ici, on ne s'en rend pas compte, mais c'est le 1er janvier 63. On est au cinéma, on ne sait pas encore trop quel film on va voir, mais ce qu'on sait qu'on va voir, c'est la rétrospective de l'année 62. Et vous allez voir par ce qui est dit, pas dit, par une hiérarchie de l'information assez surréaliste, vous allez voir ce que la France pouvait regarder ce jour-là dans ses salles de cinéma. Allons-y, c'est le premier extrait de ce soir. Le temps passe, mais l'homme montre une continuité rassurante dans ses idées fixes. 1962 vit les sauteurs de tonneaux américains s'acharner à sauter leurs tonneaux. Les femmes de Nola continuaient à apporter leurs pierres à un mystérieux édifice. Et en Hollande, les sauteurs de canot poursuivent leurs nobles exercices. Bref, 1962 fut une année comme les autres. Elle eut son festival de Cannes avec Sofia et son mois de vacances en famille. On ne manqua pas de prodiguer les encouragements habituels pour l'amélioration de la race humaine, ce qui nous valut des records. À lui seul, Jazzy en battit 2, ceux du 3000 et du 2000. Un Français, Charles Beson, enleva au championnat du monde de ski le slalom spécial. On ne compte pas d'années sans catastrophe. Un accident ferroviaire fit au Japon 165 morts. Le séisme qui secoua la terre d'Iran provoqua le plus lourd bilan de l'année, 20 000 morts. Quant à la Catalogne, un déluge d'eau la transforma par 2 fois en paysage de cauchemar. « 50 et quelques millions de terriens ont par ailleurs disparu dans l'année. Marilyn Monroe en pleine gloire. Madame Eleanor Roosevelt, l'épouse d'un des plus grands présidents des États-Unis. En France, René Coty, dernier président de la 4e République. La reine Wilhelmine, qui avait régné 58 ans sur la Hollande. L'immortalité ne s'est portée une fois de plus qu'à l'Académie française, où avec René Clair, le cinéma entra de plein droit. Est-ce à dire que 1962 n'offrit pas quelques différences? On en vit se manifester dans le couvre-chef, qui prit une importance certaine. L'homme le porta avec un net souci de raffinement, et le scooteriste fut obligé de coiffer le casque, ce dont il n'eut qu'à se louer. Quant au nouveau fantassin américain, il a estimé le port du casque indispensable. À Cap Canaveral, on vit encore des fusées récalcitrantes, mais on sentit bien, lorsque la fusée Centaure fut détruite en vol, que l'Homo Americanus aurait le dernier mot. Red Adair, le pompier du pétrole, n'a-t-il pas réussi à souffler, comme on souffle une bougie, l'immense flamme de 300 mètres qui brûlait à Gassitwin? Le twist, enfin, qui continua de triompher dans l'année, a dû céder des pistes au tamouret et autres bossa nova. Il y avait tout de même du nouveau. On le vit bien lorsque des milliers de mains bretonnes se tendirent vers Louison Bobet qui abandonnait le cyclisme. On le vit bien quand, pour la première fois depuis 50 ans, le 15 de France vainquit chez lui le 15 britannique. Jeanne d'Arc était une nouvelle fois vengée. Et puis, le monde avait tremblé sur ses bases lorsque les avions américains survolant Cuba y avaient repéré des bases de lancement soviétiques. Pendant 8 jours, 3 milliards d'êtres ont été suspendus aux lèvres de 3 hommes, Kennedy décidé, Fidel Castro prenant volontiers une politique intraitable, Khrouchtchev, enfin, qui accepta le retour des fusées. Moyennant quoi, on ne parla pas trop de Berlin. Toujours en place, le mur avoua de temps à autre des faiblesses. Les autorités de l'Est s'employèrent alors à les combler largement. Adolf Eichmann, bourreau de 6 millions de juifs, fut livré à la potence. On trouva la justice bien douce. À Liège, par contre, on applaudit au verdict, bien qu'il ait acquitté Suzanne et Jean Van de Putte. Des milliers de familles avaient partagé leur drame.
Londres connut des dimanches agités du fait de Sir Oswald Mosley, chef du parti fasciste anglais. On s'explique à ferme à Trafalgar Square. À Bruxelles aussi du reste, mais pour des raisons toutes différentes. Dans le but d'affirmer sa position en matière linguistique, le comité d'action flamand organisa une marche sur la capitale. Pour l'Inde, envahie par les troupes chinoises, 1962 a été une année déchirante. Le président Nehru dut abandonner un pacifisme dont il s'était fait une règle d'or. Quant à M. Macmillan, il eut fort à faire pour convaincre le Commonwealth de la nécessité pour Londres d'entrer dans le marché commun. L'Europe, entre-temps, avait enregistré un événement sans précédent. Sanctionné par le voyage triomphal du général de Gaulle en Allemagne, la réconciliation franco-allemande est apparue comme le fait capital de la vie européenne. À Rome, Jean XXIII, dont la santé a beaucoup inquiété le monde catholique, a ouvert et clos la première session du Concile écuménique, Vatican II. Réunie au sommet, l'Église s'est placée devant les grands problèmes de notre siècle. 1962, ce fut d'abord pour la France la fin de la guerre d'Algérie. À Évian, les accords que M. Jox signait avec Belkacem Krim mirent fin à un drame douloureux qui avait duré 7 ans. Le retour à la première paix totale depuis 1939 n'alla pas cependant sans violence. À Paris, on compta jusqu'à 17 plastiquages dus à l'OAS dans une journée. Au Petit Clamart, le général de Gaulle fut une seconde fois la cible d'adversaires déterminés qui déchargèrent leurs armes sur sa voiture. À Alger, on enregistra des destructions spectaculaires, et l'on se demanda si l'OAS allait y mener jusqu'au bout ce qu'on appela la politique de la terre brûlée. Ce ne furent que d'ultimes soubresauts et le oui des Français à la paix aboutit à la naissance de l'État algérien indépendant. À peine né, l'Algérie indépendante avait cependant souffert d'une crise de personnes qui devait finir au bénéfice de l'ancien prisonnier de l'île d'Aix, Ben Bella. Mais toute cette suite d'événements avait eu pour conséquence le départ de 600 000 Européens. En décidant d'élire désormais le président de la République au suffrage universel et en envoyant à la Chambre une majorité de gouvernement, la France s'installait dans une stabilité rarement connue. Le monde levait les yeux vers le cosmos. Dans ce domaine, l'Amérique a pris sa revanche en faisant faire à un Américain 3 tours de la Terre. L'homme de la revanche s'appela Glenn. Après lui, Carpenter effectua à son tour ses 3 circonvolutions réglementaires. L'exercice semblait devenir enfantin. Les Soviétiques le compliquèrent en envoyant successivement, pour qu'il vogue de concert, 2 de leurs astronautes, et Nikolaïev et Popovitch s'acquittèrent ponctuellement de leur mission. On en est ainsi arrivé au point qu'on fit à peine attention à la réussite du vol du 3e américain, Skira. Comme dirent les techniciens, c'était de la routine. Mais revenons sur Terre, où tout de même, jusqu'à nouvel ordre, nous sommes condamnés à vivre. En France, la construction de l'usine de la Rance nous a promis l'utilisation prochaine de l'énergie des marées. Avec le commandant Huot, le bathyscaphe a fait un pas de plus vers l'observation des profondeurs marines en descendant à 9208 mètres. Dernier peut-être des transatlantiques, le France a reçu le salut traditionnel de New York. Il n'y a plus de Mont Blanc, le tunnel routier a été percé, et M. Pompidou s'y est rencontré avec M. Fanfani. Pour la première fois, les émissions de la télévision ont traversé l'océan. Le petit village breton de Pleumeur-Bodou, où a été installé le radome et son oreille géante, y a gagné une célébrité mondiale. Mais la mondovision surtout a marqué une date, celle du début de l'utilisation des satellites pour notre usage direct. C'est dire que les savants ont désormais d'autres ambitions que de faire le tour de la Terre. Toujours en France, les radiotélescopes, sans attendre les prochains voyages sur la Lune ou Mars ou Vénus, ont commencé à interroger les galaxies à des milliards d'années-lumière. 1962 peut donc encore nous faire rêver. C'est vrai que 1962 nous fait rêver, surtout sa hiérarchie de l'information. Quand on démarre par ce qu'on a vu, c'est-à-dire des exercices un peu brinque-ballants, physiques et autres,
qu'on parle d'amélioration de la race humaine, comme vous l'avez vu sur un défilé de mannequins, on comprend ce que fut le machisme et ce qu'il est encore. Et donc, on voit qu'à 2 minutes 54, 3 minutes, c'est là qu'on commence à évoquer la situation du monde, la crise des missiles, ce qu'on a appelé la crise des missiles. Et à 5 minutes, sur ce document qui fait un peu plus de 8 minutes, l'indépendance de l'Algérie. C'est ce qu'on peut appeler effectivement une hiérarchie de l'information pour le moins étonnante. Et c'est sûr que dans la vie des Français, pourtant, il y avait ces titres-là, ces peurs-là, ces espoirs-là qui étaient en priorité et non pas à la place où les actualités françaises ont cru bon de mettre ces différents événements. Alors, ce que je voudrais faire, c'est d'abord demander à Juliette. Je me permets de l'appeler Juliette parce que c'est elle qui me l'a demandé. Bien sûr. Voilà. Juste un mot de présentation. Juliette, vous avez enquêté dans plein de pays musulmans. Vous avez été reporter. Vous êtes une ancienne des Langso. Bon, vous n'avez pas eu l'examen, mais à 1/4 de point, un truc ridicule. Vous avez parcouru toute la planète. Vous avez été proche de bien des combats. Vous êtes quelqu'un qui a des convictions. Et qui, en l'année 62, se retrouve où pour aller où? Bon, pendant l'année 62, disons, j'étais encore ce qu'on a appelé une porteuse de valises, estimant qu'il était tout à fait normal que le peuple algérien devienne indépendant. Et puis je suis parti en Afrique noire, je suis resté en Guinée, je suis passé au Mali, au Sénégal, et je suis revenu en France où, le tout début janvier, j'ai rejoint l'Algérie, enfin indépendante, à la demande de Jacques Vergès, que j'avais connu au Langso, qui était devenu un ami, qui avait été un avocat des membres du FLN, avec toute une équipe d'ailleurs d'avocats, et qui avait pour objet de créer un hebdomadaire algérien qui s'appellerait Révolution africaine à la demande du FLN. Donc il nous a proposé à toute une série de personnes qu'il connaissait pour avoir été des porteurs de valises et autres militants de la cause indépendantiste algérienne, de venir créer ce journal en même temps que de former des journalistes algériens qui nous remplaceraient le plus rapidement possible, bien entendu. Quoi qu'il en soit, moi, je ne devais pas être reporter, je devais être documentaliste dans la mesure où je parlais plusieurs langues étrangères. Et puis, il y a eu une querelle entre Georges Arnaud et Jacques Vergès sur des thèmes politiques, bien entendu. Et Georges Arnaud a démissionné de Révolution africaine et Vergès m'a bombardé comme ça du jour au lendemain au reporter dans une rubrique qui s'appelait « L'Algérie sans phare ». Le sans phare, je l'ai pris avec beaucoup de sérieux. Et par conséquent, je m'étais donné pour objet de faire parler les gens d'eux-mêmes, de leur situation, éventuellement de leur participation à la lutte armée, mais quand c'était le thème du reportage. Et je ramenais tout ça et je pleurais l'encre que je devais écrire, n'ayant pas du tout l'habitude de rédiger des articles. Donc, histoire de préciser les choses, vous n'êtes pas un reporter qui écrit de la propagande à profusion. Vous écrivez ce que vous voyez en liberté? J'écris ce que je vois en toute liberté, sauf les dernières phrases de mes articles qui doivent être lénifiantes afin de ne pas mécontenter les gens au pouvoir. Parce qu'ils ne lisent que la chute? Je ne sais même pas s'ils lisent l'entier. D'accord. Donc, vous faites quelques premiers reportages et
tout de suite, est-ce que vous saisissez le pouls de cette libération nationale? Et là, je vends déjà un peu la mèche. Qu'est-ce que vous sentez comme un mouvement révolutionnaire, un souffle Aucun mouvement considérable? révolutionnaire. Je ne sens aucun mouvement révolutionnaire. Je sens la fierté nationaliste, Oui. la fierté d'avoir gagné une guerre qui était très dure, qui en fait d'ailleurs, objectivement, 7 ans c'est beaucoup, mais objectivement c'est une guerre qui a été gagnée sur le plan politique davantage que sur le plan militaire. Hein, ça, je pense que vous serez d'accord à ce propos, parce que les dirigeants du FLN, en particulier ceux qui se destinaient à entreprendre des rencontres avec des politiques à l'étranger, avaient un vocabulaire parfaitement rodé, qui ne mettait ni en avant le statut des femmes tel qu'il avait été plus ou moins prévu, mais qu'on ne savait pas, plus ou moins la révolution nous faisait entendre que ce serait une révolution. Il nous faisait entendre que, évidemment, tout le mouvement FLN n'était pas seulement nationaliste, mais révolutionnaire. Et nous, bonne patte, on y croyait. Mais ça n'est pas ce que vous constatiez. Ce n'est pas ce que je constate. Parmi les premiers reportages que je fais, on m'envoie en Kabylie, et je reviens avec pour titre « La Kabylie s'impatiente ». Autrement dit, dès l'indépendance, la Kabylie qui avait beaucoup participé, les Kabyles qui avaient beaucoup participé à la lutte armée, l'immigration kabyle également, qui, elle, avait eu une formation politique à travers le PC, les syndicats, etc., avaient été rentrés en Algérie, certains d'entre eux en tout cas, et espéraient pouvoir bénéficier des avantages de cette révolution. Or, rien ne venait. Rien ne venait et ils attendaient en permanence. Alors, donc les choses sont bien comprises. Pas de vrai souffle révolutionnaire pour vous en Algérie. Donc, intitulé notre soirée Cuba, Algérie, une amitié révolutionnaire, nous voilà bien partis. Donc, je vais demander à Nessim Snayen, vous êtes prof à Aix, vous avez cette particularité d'étudier les choses les plus concrètes, par exemple l'alcoolisme sous le protectorat français, l'alimentation. Obligé de le dire. Eh ben, oui, si, moi je balance, hein, je suis le journaliste qui fait la délation la plus totale. Et donc, comment vous réagissez par rapport à ce que dit Juliette? Et peut-être première avant-question, comment vous réagissez à la rétro qu'on a vue des actualités françaises? La rétro, comme vous l'avez dit, elle est quand même d'une nonchalance assez totale, parce que n'importe quel lycéen actuellement qui se respecte, quand on lui dit 1962, il est capable de répondre la crise de Cuba et l'indépendance de l'Algérie, qui effectivement viennent très très tard dans le document, avec des formules qui sont assez pudiques. Quand on parle de crise de personnes, pour le cas algérien, il faut quand même avoir conscience que la personne qui a signé les accords d'Évian, qui est Karim Belkacem, à la fin de l'été est obligé de s'exiler d'Algérie parce qu'il est menacé de mort. Voilà, et parce qu'il s'est fait doublé par Ben Bella, qui est allié avec la personne que vous voyez à l'écran, à droite de l'écran, qui est Boumediene. Donc, effectivement, c'est assez rigolo la façon dont c'est agencé. Dans ce que Juliette Mince dit, ce qui est intéressant, c'est la façon dont le pouvoir algérien laisse faire, ou en tout cas, voire même peut-être propose, de faire une revue qui s'appelle Afrique révolutionnaire, Révolution africaine, Révolution africaine, parce que ça rentre aussi dans l'objectif du régime, au moins de faire croire qu'il y a l'objectif de faire une révolution en Afrique, ou de proposer de faire des révolutions en Afrique.
Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un problème, et c'est la deuxième partie de la réponse de Juliette Mince, sur le plan intérieur. C'est-à-dire que la situation économique en 62 en Algérie, elle n'est pas brillante. Et donc, du coup, pour essayer de compenser cette situation intérieure qui n'est pas brillante, eh ben, on joue la politique extérieure et un discours qui n'est peut-être pas suivi des faits, effectivement, mais un discours sur le fait qu'on n'est pas là pour discuter du pain qu'on va manger en Kabylie, on est là pour faire la révolution à l'échelle mondiale. Disons à l'échelle africaine. D'abord à l'échelle africaine, et puis peut-être... voilà. Donc, pas de réel souffle révolutionnaire. En revanche, une énorme fierté d'un mouvement de libération nationale. Et y a-t-il une présence des oulémas, des religieux ? Mais la présence des oulémas, elle a toujours été extrêmement importante, si ce n'est que nos interlocuteurs n'en parlaient jamais. Ils ne faisaient jamais référence à la religion, peut-être parce qu'ils pensaient que ceux qu'on appelait les pieds noirs resteraient. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient en faire, en réalité. Et ils ne mettaient jamais donc en avant le thème du religieux, alors que les oulémas ont constitué, grâce à la religion, le ciment même du mouvement nationaliste, à travers la religion. Et la religion, parmi les maquisards, a joué un rôle très important pour beaucoup d'entre eux. Oui. Vous me parliez de Rider, qui, lui, avait une phrase importante en la matière. Oui. Qui était Rider ? Mohamed Rider, qui était le secrétaire général du parti unique algérien, le FLN, a déclaré lors du premier ramadan de l'indépendance toute personne qui ne respectera pas le ramadan ne sera pas un vrai Algérien. Or, s'être battu pendant 7 ans pour entendre ça, tout le monde s'est mis à faire ramadan ou à manger en cachette chez les copains français. Alors, on va aller maintenant un peu directement dans le cœur du sujet en voyant un premier document qui, cette fois, va nous montrer le Premier ministre algérien qui arrive à Cuba, et ça, c'est le président. Vous faites bien de me reprendre, mais ça, je m'en doutais. Tout simplement parce que dans la notice originale des actualités cubaines, il est dit le Premier ministre. Et bien sûr, voyant ça, vous avez immédiatement sauté à plafond en disant « mais non, il est président ». Donc, nous sommes le 22 octobre, presque jour pour jour aujourd'hui, 1962, et Ben Bella arrive à l'aéroport de La Havane. On va voir ça. La fin de ce document qui se finit sur cette image arrêtée magnifique de l'accolade entre Fidel et Ben Bella. Et on a entendu effectivement un Ben Bella parler en espagnol et dire qu'il y a une amitié entre, pardon Juliette, mais 2 peuples révolutionnaires et que leur histoire est mêlée. Et vous, dans ce que vous constatez, vos différents thèmes de reportage, vous ne voyez pas un Ben Bella socialiste engagé sur la voie Non, je ne vois absolument pas un Ben Bella socialiste dès le départ, il faut dire. Je voulais quand même ajouter un petit bémol ou un bécard, peu importe. Quand je vois Cuba-Algérie, en 62, Cuba, c'est encore la fête cubaine. C'est encore le pays où on s'amuse malgré la révolution, les difficultés financières, la coupe de la canne à sucre plus ou moins obligatoire, etc. On est sorti de Batista. Il y a une sorte de joie de vivre à Cuba
Alors qu'en Algérie, c'est déjà assez puritain, dirais-je. Oui. Et on revient aux éléments, en quelque sorte. Oui. Bon. Il n'empêche que le peuple algérien lui-même est plein d'humour. Hein. Ça, c'est vraiment à son actif. Mais ça n'est pas le même sens de la fête. Mais ce n'est pas du tout le même sens de la fête. D'abord, boire de l'alcool était prohibé pour les Algériens, majoritairement musulmans, puisque la Constitution déclare que islam, religion d'État, Oui. quand même. Oui. Donc, que faire des autres? Ensuite, ce que je constate, moi, auprès des personnes que je vais interviewer, notamment dans des domaines vacants. Alors, on va en parler. Vous parlez des biens vacants. Absolument. Alors, C'est ce juste une petite précision, Oui. Juliette, pour que tout ça soit compréhensible pour tout le monde. Vous avez évoqué tous les deux l'état de l'Algérie. Donc, dans un livre que vous avez signé avec Gérard Chalian en 1972, qui s'appelle L'Algérie indépendante, Oui. vous donnez quelques chiffres. Vous dites qu'il y a eu 3 millions d'hectares de terres accaparées par les colons et que la population algérienne était parmi l'une des plus dépossédées du monde. C'est ce que vous écrivez. Vous écrivez aussi que l'artisanat a été liquidé, que les compagnies françaises ont accaparé un grand nombre de richesses. Bref, on est face à une situation, une fois que la lutte armée a obtenu son indépendance, c'est que faisons-nous de tous ces biens qui existaient là, des terres qui existaient là, et qui étaient gérées par le colonisateur? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait? Ça, c'est les biens vacants. Ce sont les biens vacants. Ce ne sont pas seulement les domaines, ce sont également les appartements, les villas de luxe, etc., que j'ai pu visiter et qui avaient été saccagés avant le départ de leurs propriétaires, vraiment, mais d'une façon honteuse. Mmh. Et il y avait ces domaines vacants avec les ouvriers qui avaient eu l'habitude de travailler sur ces domaines ou dans ces entreprises industrielles. Il y en avait peu, mais il y en avait. Et qui attendaient le retour des propriétaires pour savoir quoi faire. Jusqu'au moment où aussi bien un certain nombre de ces ouvriers, parce que je parle des ouvriers réguliers, qui travaillaient régulièrement dans un domaine ou dans une entreprise, ces ouvriers se sont dit, si nous ne commençons pas à travailler la terre, donc à semer, etc., c'est la disette au printemps, c'est la disette dans l'année qui vient. Et oui. Et certains syndicalistes sont venus les soutenir pour qu'ils se mettent au travail. Et ça a donné naissance petit à petit, mais relativement vite, en quelque sorte, à ce qu'on a appelé l'autogestion, Oui. Un peu sur le modèle de la Yougoslavie. Oui. Et Ben Bella, Oui. pour ne pas s'aliéner la population davantage, l'Algérie s'impatiente, mais ailleurs aussi, promulgue les décrets de mars 1963 qui organisent l'autogestion. Alors, on va revenir là-dessus. Je voulais demander à Nessim, quand les deux hommes se donnent l'accolade, est-ce que vous croyez qu'ils sont réellement dans la même trajectoire politique, il n'y a pas de distinguo et qu'on est sur la même trajectoire l'un et l'autre, ou est-ce que les spécificités quand même qui s'imposent ne séparent pas ou ne sont pas déjà présentes? Déjà, il faut savoir, quand vous voyez les images de Ben Bella qui fait son discours à l'aéroport, en fait, le matin même, et c'est pas une métaphore, il était avec Kennedy, en fait. Il vient d'une tournée nord-américaine où il s'est dit, je vais d'abord aller aux États-Unis, ensuite je vais aller à Cuba, et puis je vais pas voir si on peut pas les réconcilier et de se faire l'intermédiaire. Donc, il part pas sur une stratégie totalement conflictuelle, et puis tiers-mondiste. Enfin, il n'est pas du tout dans cet objectif-là.
Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a quand même des liens anciens entre Cuba et l'Algérie qui datent de la guerre d'Algérie. Cuba, la révolution, c'est 1959, c'est début 59, où Castro renverse le dictateur de l'époque, qui s'appelle Batista. Et le régime castriste reconnaît le GPRA, dont est issu Ben Bella, dès 1959, fournit des armes, fournit des médecins également aux combattants. Enfin, il y a une alliance, je sens Juliette Mince dodeliner de la tête, il y a une alliance qui est quand même réelle durant la guerre. Et par ailleurs... Bon, avec beaucoup de différences, mais il y a quand même des expériences communes. J'en vois au moins deux. La première, c'est la lutte armée pour renverser la puissance de l'époque. Et la deuxième, c'est le fait de gérer une situation de réforme vis-à-vis des terres. Il se trouve que quand Cuba fait sa révolution, il y a la moitié des terres qui appartiennent aux États-Unis à Cuba. Oui. Et donc, alors dans des contextes assez différents, mais il y a quand même aussi une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait des terres et comment on les redistribue à ce moment-là, qui sont dans les deux pays. Oui, il y a quand même un peu de problématiques communes, mais je vous sentais un peu perplexe. D'abord, la lutte armée de Cuba n'a pas duré 7 ans. Oui. Ils ne se sont pas aguerris au cours de cette lutte. Elle a duré 3 ans, 3-4 ans. Oui, quand même. La lutte armée algérienne a connu un nombre quand même considérable de morts, oui, de personnes torturées, de personnes envoyées dans des camps, de personnes tuées, y compris d'ailleurs au sein du FLN. Ils s'entretuaient pour des raisons idéologiques, justement. Et comme par hasard, ce sont les militants les plus à gauche, les plus formés par le syndicalisme français ou PC, éventuellement, qui ont été assassinés accidentellement, comme on dit, poliment, par le FLN. Alors on peut juste... Donc il y a quand même une sacrée différence, je crois. On peut réévoquer quelques-unes de ces pages terribles qui font que le dossier algérien reste toujours aussi passionnel entre nos deux pays. Oui. Il y a le 8 mai 1945 avec le massacre de Sétif qui va en fait continuer pendant 3 mois, où il va se passer de multiples horreurs. Et après, il y a la Toussaint rouge, comme on l'a appelé, du 1er novembre, où là encore, c'est l'acte de naissance, je crois, du FLN, c'est oui, ça? C'est ça, de la lutte armée, disons. De la lutte armée. Pas du FLN, mais de la lutte armée. Bon, Nessim est d'accord, donc tout va bien pour moi. Donc, voilà, on sait qu'effectivement, par rapport, on va dire, à un certain nombre d'éléments ou d'événements qui relèvent parfois de choses un peu de l'ordre de la pantalonnade, je pense à la baie des Cochons, même si, bien sûr, il y a eu des victimes, mais enfin, c'est un naufrage absolu, cette histoire avec la CIA. Est-ce que, Nessim, tu peux nous rappeler juste un peu cette histoire de baie des Cochons ou... Bon, alors on va le rappeler vite fait. Cette histoire de baie des Cochons, c'est une sorte de complot ourdi par les États-Unis, aidé avec la CIA, avec des opposants cubains qui essayent de bousculer le pouvoir naissant de Fidel, d'être dans la contre-révolution. Et bien sûr, ça va se finir extrêmement mal. Et il y aura d'autres tentatives qui vont échouer de la même manière. Et après, on aura ce qu'on a vu en 62, c'est-à-dire une montée en puissance avec la fameuse crise des missiles. Alors ça, c'est une... des missiles soviétiques sur le territoire cubain. Voilà. Alors, les missiles soviétiques sur le territoire cubain, que les Cubains n'avaient peut-être pas forcément appelé de leur vœu. Probablement pas, mais ils étaient dépendants de l'Union soviétique pour vendre leur sucre, notamment. Et à partir du moment où l'Union soviétique est devenue la Russie, où tout est tombé en lambeaux,
Cuba se retrouve sans aucun acquéreur pour le sucre. C'est une catastrophe économique. Nous sommes bien d'accord. J'ai retrouvé dans ce livre d'Olivier Langpin, Cuba, un document tout à fait étonnant qui a été publié par le journal Le Monde et qui est un document cubain. C'est Fidel qui parle et qui a expliqué à un certain moment que il dit ceci dans son discours. Une nouvelle phase dans nos relations avec l'Union soviétique commença. Il parle de cette époque, là on est en 68, caractérisée par les circonstances particulières dans lesquelles nous nous trouvions. Face à nous, un ennemi agressif et arrogant, les États-Unis, un allié qui se rétracte et notre désir de garder les armes, et enfin la volonté d'empêcher que les relations avec cet allié ne se dégradent au point d'aboutir à une rupture. Car enfin, ces missiles, nous ne les avions pas voulus. Donc il y a quand même là quelque chose d'assez étonnant et édifiant au regard de l'histoire. Après, un autre élément est donné qui est dans la War Room, la fameuse salle de crise de Kennedy, où on voit ce qui se passe minute après minute au moment du 18 octobre 62, c'est-à-dire est-ce qu'on va plus loin vers le conflit nucléaire ou pas. Bref, ce moment qui, à un certain moment, a provoqué une angoisse mondiale tout à fait considérable. Donc, ce que nous allons faire, parce qu'il y a le délice de l'archive, donc il ne faut jamais l'oublier, on va voir la troisième vidéo qui est, cette fois, cette visite tant attendue, surtout par Juliette, de Che Guevara à Alger. Et nous sommes le 4 juillet 1963. Alors, on voit que le Che Guevara est un fils de bonne famille qui a appris le français. Il est médecin. Il a séjourné en France. Oui, je crois. Et cet homme est en capacité de sortir du texte écrit pour répondre à une interview avec un intervieweur, vous aurez apprécié son côté punchy, qui relance, qui sans cesse demande à en savoir plus. Et donc, Che Guevara, on lui doit aussi cette chose superbe, c'est-à-dire d'avoir résumé en quelque sorte dans ses propos le thème de notre soirée, c'est-à-dire le parcours entre Cuba et l'Algérie. Et il est quand même assez nuancé. Il dit il y a des différences. Bon, c'est vrai, ça se ressemble, mais enfin quand même, c'est dans les actions que nous devons développer. En fait, il est d'accord avec vous, c'est-à-dire il parle de la nécessité de la lutte armée, puis après le reste, c'est autre chose. Mais donc, il parle de la planification. Eh oui. La planification aplanit les problèmes, je crois que c'est ça qui est écrit, avec oui. un beau magnétophone qui tourne au pied de la tribune, on appréciera la technique. Cette planification, c'était quoi, Julien? Mais il n'en était pas question en Algérie de planification. Ah, encore, là aussi, vous nous cassez. Bien sûr que non, bien sûr que non. Il ne faut pas oublier deux choses. Dans les propos de Guevara, il y a un relent de marxisme. C'est clair. Bon. Avec toute la langue de bois marxisante. Oui. Concernant l'Algérie, le marxisme, c'est de l'hébreu, si j'ose dire. Et puis, ce n'est pas le propos de la population algérienne, et encore moins de ses dirigeants. Sauf, évidemment, quelques petits groupes, ceux qui vont soutenir l'autogestion dont je parlais tout à l'heure. Oui. Mais autrement, il n'en est pas question. C'est avec Boumedienne qu'il y aura une tentative de planification qui nous a fait penser que, Chalian et moi, qu'il allait peut-être enfin construire l'État.
Parce que sous Ben Bella, il n'y avait même pas une construction de l'État. Nessim, qu'en penses-tu? Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans une posture clairement diplomatique. Oui. Il est dans une visite officielle, le côté j'ai rien à vous apporter, etc. Et puis le côté de rapprocher les luttes, sans le dire explicitement, mais il est en train de faire du Lénine en fait. Le capitalisme a pour stade ultime l'impérialisme, dont le colonialisme fait partie. Clairement, donc on voit quand même qu'il a une pensée qui est quand même assez structurée et qui est sans doute sa différence avec Fidel Castro. Enfin, Fidel Castro a une pensée également structurée, mais est sans doute plus souple ou change plus souvent d'avis que Che Guevara, effectivement. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il parle français, effectivement. Oui. Et que le français est une vraie langue des révolutionnaires internationales, avec l'anglais d'ailleurs. Mais bon, c'est assez rare. Je pense que ça a surpris quelques personnes dans la salle, comme moi, ça m'avait surpris la première fois que j'ai vu ces images-là, parce qu'il parle un français qui est très bien, mais on ne le voit pas souvent, parce que dans les images peut-être qui sont le plus souvent diffusées, ce sont des images où il parle en espagnol, qui sont peut-être davantage produits et construits par les archives cubaines pour essayer de ne pas mettre en avant une langue qui est davantage impérialiste, comme le français, ou une autre comme l'anglais. Donc il y a deux voyages du Che en Algérie. Oui. Là, c'est le premier voyage en 63. L'archive suivante va être aussi sur le voyage de 63. Il y a un voyage en 65 dont on va sans doute parler tout à l'heure, mais qui est plus problématique à cerner, effectivement. Alors, précisément, je te remercie de faire mon boulot. On va passer au document suivant qui, je pense, est un extrait du journal télévisé de 13h de la première chaîne. C'est le 6 juillet 1963. Alors, c'est un document muet que nous allons commenter nous-mêmes. Allons-y, regardons. Et on va garder l'antenne, comme font les gens qui sont en direct. Donc voilà, là on est à Alger, c'est ça Juliette? Oui. Sur une place que vous connaissez bien. Il y a des gens qui défilent, et là à la tribune on voit Ben Bella, Boumedienne, le Che, et à côté un personnage qu'on a du mal à identifier. On a pensé que c'était peut-être... Non, ça serait Ahmed Francis, qui est le ministre de l'économie. Ça n'est pas Bourguiba. C'est ça. Non. Voilà. Bravo. Et donc, c'est bien d'être précis. Et à la fin, on a vu une banderole marquée qui évoque la déclaration d'Addis Abeba. La charte d'Addis Abeba. La charte d'Addis Abeba. Cette charte étant le démarrage de l'OUA, des non-alignés et de ce qu'on verra après avec la tricontinentale. C'est ça, Nessim? Oui, c'est ça. Alors, l'OUA, c'est l'Organisation de l'Unité africaine, qui naît en mai 1963. Là, on est en juillet, donc c'est tout nouveau. Oui. Et ça montre, en fait, en tout cas théoriquement, la volonté stratégique de lancer une révolution en Afrique, ou en tout cas de faire de l'Afrique subsaharienne un élément qui serait un endroit, on dirait aujourd'hui, du soft power, et algérien et cubain aussi, parce que le Che, d'ailleurs, il va y aller directement, notamment au Congo, mais s'intéresse aussi beaucoup à l'Afrique subsaharienne. Il pense qu'il peut faire plusieurs Vietnam à l'intérieur de ces pays-là, parce qu'il y a un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne à l'époque qui sont encore sous le joug du colonialisme, en l'occurrence portugais. Il y a toutes les colonies portugaises, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, etc., qui ont des pouvoirs coloniaux. Donc c'est pas tout à fait par hasard que le Che est à Alger. Il a, comme les autorités algériennes, une vue sur l'Afrique subsaharienne. Pour les autorités algériennes, c'est aussi toujours dans la même idée d'essayer de faire illusion sur le plan international, alors que sur le plan intérieur, on a des difficultés économiques. On invite Che Guevara, à l'époque, c'est une star internationale, Che Guevara. Donc c'est quelque chose d'assez important de s'afficher aux côtés d'une star internationale. Vous, Juliette, vous avez vu le Che là-bas à Alger, mais dans une autre circonstance. Oui, je l'ai vu dans
des circonstances qui m'ont paru bizarres. Voilà. Pour autant que je me souvienne, il était seul sur la tribune et la salle était pleine de jeunes gens qui étaient venus l'entendre. Donc il a fait son discours habituel, après tout. C'est pas, il n'invente pas à chaque fois des nouveautés. Et on sentait que les jeunes attendaient de lui quelque chose concernant l'Algérie elle-même. Et lui ne pouvait pas, évidemment, parler ou critiquer l'Algérie parce qu'il en était l'hôte. Et puis peut-être n'en avait-il pas envie, peut-être ne connaissait-il même pas les réalités de l'Algérie, parce qu'après tout, il ne voyait que les dirigeants. Oui. Donc ce qu'on voulait bien lui montrer, enfin, c'est Sartre et Beauvoir au Brésil. Bon. Il a fait son discours et il est descendu de l'estrade pour traverser la salle. Et là, déjà au moment où il faisait son discours, il était très adossé à son fauteuil. Ne restez pas très adossé, pardon, je l'imitais. Très adossé. Oui, voilà. Absolument. Avec un cigare. Avec son cigare volumineux. Et quand il a commencé à traverser la salle, les jeunes gens et les jeunes filles ont essayé de lui parler, de le toucher, d'essayer d'obtenir de lui un mot, une critique peut-être, un soutien peut-être, parce qu'il s'opposait à certaines prises de position du régime, etc. Et il a traversé cette salle droit, comme un nid, avec une arrogance, un refus de se laisser happer par ces jeunes gens qui, moi, m'a très, très profondément touché. Ça a été ma rupture définitive avec Monsieur Tché, d'autant plus que par la suite, alors que Chalian et moi avions traduit la guerre de guérilla en 61 chez Maspero. Oui. Bon, bref. Quand il a développé sa théorie du Foucault, c'était la seconde rupture parce que c'était l'imbécilité totale et c'était l'annonce de sa mise à mort. Alors, on va juste dire qui est Gérard Chalian. C'est un spécialiste de stratégie qui connaît très bien les mouvements révolutionnaires, qui a fait plusieurs atlas qui ont des succès absolument remarquables, du fait de leur clarté, de leur précision. Oui, bien sûr. Et donc, on peut le dire, c'était votre compagnon dans la vie aussi. Oui, non, ça continue plus ou moins. Bon, voilà une bonne nouvelle. Et donc, oui, en fait, vous n'êtes pas des adversaires. Non. Du tout. Je parle des sujets que vous venez d'évoquer, mais le comportement vous a choqué. J'ai été très profondément choqué, surtout venant de la part d'un révolutionnaire. Oui. Je veux dire, si on est révolutionnaire, on ne joue pas au grand pacha quand même. On écoute les autres. On prend son temps pour entendre ce que d'autres ont besoin de vous dire, même si vous ne pouvez pas acquiescer compte tenu de votre position. Alors, on va voir notre 5e petit film qui date du 21 octobre 1963. Et là, on retrouve un document cubain qui a pour sujet l'Algérie d'après la Révolution. Et donc, d'après sa prise du pouvoir. Il faut que je fasse très attention. D'après son indépendance. D'après son indépendance, vous avez raison. Pardon. Voyons ça. Alors, la musique qu'on vient d'entendre, c'est l'hymne algérien. On peut dire au passage que la plupart de ces images sont trafiquées. Quand on montre les soldats qui montent au combat, tout ça est fait pour la caméra. Et donc, on est face à un sujet, on va dire, constitué de moments un peu iconographiques ou iconiques, de façon à être dans l'imagerie
révolutionnaire. Et voilà que le roi du Maroc apparaît. Et que se passe-t-il? En fait, le gouvernement algérien constamment faisait des provocations à l'encontre du Maroc. Et c'était un très très bon moyen politique de détourner la population des difficultés qu'elle rencontrait sur le plan quotidien, sur le plan de sa vie quotidienne, en jouant sur son nationalisme. Pour vous, c'était une stratégie? Pour moi, c'était, pas seulement pour moi, oui. Pour nous, c'était une stratégie, oui, pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire d'aller chercher l'ennemi du dehors. Ah ben, bien sûr. Pour qu'on voit moins les difficultés. Mais bien sûr, internes. Bien sûr. Et les difficultés étaient telles, d'ailleurs, on n'en a pas parlé préalablement, mais moi, ça m'avait frappé. Les difficultés financières et économiques étaient telles en Algérie dans cette année 63 que Ben Bella avait appelé les femmes à donner à l'État leurs bijoux pour pouvoir augmenter les fonds du Trésor. Et les femmes qui vénéraient Ben Bella, c'était très curieux de voir l'attitude des femmes vis-à-vis de Ben Bella, ont donné tout ce qu'elles possédaient en général. Or, quand on sait que si une femme algérienne, si une femme musulmane est répudiée, les bijoux lui appartiennent. Au moins, elle a ça, si elle n'a pas s'il n'a pas de métier. Et elle donnait ça, quitte à se retrouver, mais nue. Oui, leur seule fortune. Leur seule fortune était leurs bijoux. Nessim, ce qu'on a vu, ces images, l'imagerie, ça vous inspire un certain nombre de choses. Vous, l'historien qui connaît bien ce type de documents. Bon, déjà, c'est un événement quand même qui est assez important, c'est la guerre des sables, en fait, qui est une guerre entre l'Algérie et le Maroc de 63-64. C'est assez intéressant la façon dont c'est amené, parce que on voit bien, là aussi, ça reprend le discours du Tché, qui dit que le colonialisme est un impérialisme comme les autres, et qui fait le lien entre ce que l'Algérie a subi de la part des Français et ce que l'Algérie subit maintenant de la part des États-Unis par Maroc interposé, en fait. Alors, effectivement, le Maroc était soutenu par les États-Unis. Je crois que dans le documentaire, c'est marqué qu'il y a des pilotes américains. En fait. C'est pas tout à fait ça. Oui, c'est transport de troupes, en vérité. Transport de troupes, mais de fait, il y a une alliance qui... Et c'est aussi un peu pour ça, d'ailleurs, enfin, les Algériens se sont aussi rapprochés de Cuba parce qu'ils n'avaient pas spécialement besoin des Américains. Il y avait d'autres partenariats. Enfin, l'aide de la France était encore effective. Enfin, l'aide, évidemment, intéressée de la France était encore effective, et donc du coup il y a un jeu diplomatique qui se fait à ce moment-là où le Maroc se rapproche des États-Unis pour contrer aussi l'Algérie. Oui, mais on est en pleine guerre froide et il ne faut pas oublier le soutien des Soviétiques et de tous les satellites de l'Union soviétique à Alger, notamment en matière de médecins, en matière d'enseignants, etc. Si ce n'est que, par exemple, pour les médecins, les Algériens qui avaient l'habitude d'être soignés par des médecins français ou formés en France considéraient vraiment que les Bulgares qui se faisaient la main sur eux étaient des bouchers. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment conscience quand on n'a pas vécu les années 60 comme moi en Algérie. C'est que Alger à cette époque-là, c'est vraiment une plaque tournante. Une plaque tournante. On appelait ça la Mecque des révolutionnaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens d'à peu près partout, des délégations de révolutionnaires. Il y a même des indépendantistes du Québec, des autonomistes bretons qui ont leur siège à Alger. C'est devenu la capitale où je ne les ai pas connus. Ah oui, les Bretons aussi.
Du coup, en fait, bon, il y a tout type de population qui se croisent et les Cubains en font partie, mais ne sont qu'une population parmi d'autres, parmi tous ces révolutionnaires. Il y a Eldridge Cleaver, il y a les Noirs américains, il y a tous les mouvements qui sont là, effectivement. Mandela, avant d'être emprisonné, est souvent en Algérie. Absolument, il y a de nombreuses images d'archives. Il a fait venir de nombreux Égyptiens des sorties des geôles de Nasser. Oui. Également, enfin bon, il y avait alors vraiment... Nasser, par exemple, est venu lui aussi. Nasser est venu en Algérie. Je n'ai jamais vu une liesse aussi extravagante que celle qui a accueilli Nasser sur son camion, en haut de son camion, et sur lequel grimpaient les gens également pour pouvoir être plus près de lui. Les rues étaient inabordables. Nous, on a vu ça du haut du journal. On n'était pas dans la rue. Non, mais vous étiez sur la grande artère. On était sur la grande artère, donc on a pu le voir et on n'était pas bousculé par cette foule incroyable, mais vraiment incroyable. Et Nasser était de loin le plus connu et le plus aimé par la population algérienne, notamment à cause de l'aide que Nasser avait apportée au FLN durant la guerre. Bon. Alors, on va essayer d'aller peut-être un peu plus vite. Le 29 juin 1965, à nouveau, les actualités cubaines produisent un sujet de 2 minutes 14 qui a pour objet la situation politique en Algérie. On regarde ça tout de suite. Donc Fidel est en colère, il n'est plus avec son ami Ben Bella, qu'il regrette beaucoup, il était honnête, bienveillant, un vrai révolutionnaire, et voilà, qui a eu un pronunciamento militaire. Et donc ça ne va pas, alors ça va d'autant moins que même à l'écriture du sujet, en images, il y a cette rustine bizarre au milieu du discours, où tout à coup, on entend une couleur de son très différente, avec 2 phrases qui sont glissées en quelque sorte à l'intérieur du discours de Fidel. Et ça, c'est une technique qui a pu être utilisée effectivement par les actualités cubaines, de proposer comme ça une sorte de petit travail de reprise, au sens couturier du terme, du discours de façon à ce qu'il soit bien aligné. D'ailleurs, il dit, et c'est notre position de principe, et il fallait que ce soit dit. Et donc, il y a eu un putsch militaire, Boun Diène a pris le pouvoir. Oui, c'était de toute façon, c'était l'homme fort de l'Algérie depuis le début. C'est-à-dire que au moment de l'indépendance, on dit qu'il s'est allié avec Ben Bella. Il a proposé d'ailleurs à d'autres chefs du GPRA. Le GPRA, c'était le civil. Ben Bella avait l'armée d'Oujda avec lui, donc militaire. Il avait 35 000 hommes avec lui. Et il a cherché un allié dans le civil. Il a trouvé avec Ben Bella. Ben Bella avait besoin d'un militaire. Et à un moment donné, du coup, Boumedienne a pris le pouvoir assez facilement, finalement. Mais je pense que de la part de Fidel Castro, il y a une part de sincérité dans le fait qu'il regrette Ben Bella, parce que c'est un peu le même type de personne, enfin, toute proportion gardée, c'est-à-dire des gens qui sont assez souples aussi du point de vue de l'esprit révolutionnaire. Ça, vous n'allez pas me contredire, je pense. C'est un concept intéressant, et, la souplesse révolutionnaire. Et puis Ben Bella avait une vraie, je pense, volonté d'imiter aussi Castro dans certaines postures. Il y a des images d'archives où on voit Ben Bella qui a à peu près les mêmes costumes que Castro, faire des discours. Enfin voilà, il y avait un lien que peut-être Castro a peur de perdre avec le nouvel homme fort qui est Boumedienne. Boumedienne, donc vous le voyez d'une manière très différente que Ben Bella. C'est une autre trempe. D'abord, il ne sourit pas beaucoup. On sent c'est un homme très austère. Très austère. Oui. Et politiquement, que fait-il ? Il transforme ce qui reste de l'autogestion en coopérative. Ça se contrôle beaucoup mieux. Oui. C'est tout.
Oui. Et ben voilà. Et en même temps, il y a un État, vous l'avez dit, qui se constitue, un semblant On d'État. pense qu'en effet, il va pouvoir constituer, créer enfin un État algérien. Parce que c'est vrai qu'à l'époque de Ben Bella, tout allait à volo. Et en fait, Ben Bella était un démagogue, pas bête, mais pas particulièrement intelligent. Ah bon? Et pas très cultivé. Boumedienne avait davantage de rigueur. Oui. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'il joue moins sur les prébendes, les amitiés, les biens vacants qu'on offre aux copains, etc. Oui. Bon. La suite a prouvé que la corruption s'est développée à grands pas en Algérie et que la population algérienne n'y a pas gagné grand-chose. L'objectif de Boumedienne, affiché en tout cas, c'était de développer l'industrialisation, Oui. des industries industrialisantes, comme il disait, et de ce fait, ils ont laissé de côté un des éléments les plus riches de l'Algérie, à savoir son agriculture. Il y avait aussi un personnage qui est toujours de ce monde, entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bouteflika. Que faisait-il à l'époque? C'est un voyou. C'est un voyou. Un voyou. Vous n'y allez courait pas de les main filles, qui buvait tant et plus. Un voyou. Et il était plutôt dans la famille Ben Bella ou dans Non, la non, famille non, Boumedienne? non. Il faisait partie du groupe de Boumedienne, Voilà. ce qu'on a appelé le groupe d'Oujda. Ouais, C'est il ce est dont ministre parlait des Affaires Messine. étrangères à l'époque. Voilà, il est. C'est-à-dire l'armée de l'extérieur par rapport à, pas Ben Bella, mais l'armée de l'intérieur. Et c'est l'armée de l'extérieur qui a pris le pouvoir au grand dégoût, en quelque sorte, de ce qu'on appelait les Moudjahidines et les Moudjahidates, Les femmes les femmes, qui vous tiennent à cœur. qui me tiennent à cœur. Ouais. Parce qu'on s'en est sacrément servi. Oui. Et puis, comme toujours, d'abord, quand elles sont montées au maquis très rapidement, comme les militants avaient peur que des histoires d'amour puissent se développer au sein des maquis et détourner de la lutte armée ces messieurs, on a envoyé les femmes en ville et on leur a confié des tâches qui n'étaient pas beaucoup plus faciles, à savoir poser des bombes, transporter des tracts, transporter des faux papiers, etc., ravitailler les maquis et soigner les blessés. Mais les femmes, de ce fait, n'étaient pas très, très contentes, surtout les jeunes femmes. Et beaucoup de ces anciennes étudiantes qui étaient montées au maquis, ce n'étaient pas souvent des femmes du peuple. Les femmes du peuple aidaient, mais sur le terrain villageois. Mais les militantes qui sont montées au maquis, certaines d'entre elles se sont suicidées quand on les a renvoyées au foyer, après l'indépendance. Mais quand les Moudjahidates sortaient en ville pour manifester, ce qui se produisait très rarement, Oui. eh bien, l'armée avait peur d'elles. Ah oui. Ah oui. Dont acte. Alors, on va voir maintenant ce sujet consacré à la conférence tricontinentale à la Havane du 17 janvier 1966. Vous allez voir, le document est lui aussi intéressant. Dans le film, il s'agit de montrer que le monde entier est là
la tricontinentale. Juste un petit mot sur la tricontinentale, Nessim. Mais oui, c'est assez intéressant parce que je pense que beaucoup d'entre vous découvrent l'existence de cette conférence qui vient quelques mois après la conférence de Bandung, qui est, elle, beaucoup plus connue. Et si elle n'a pas été, si elle n'est pas restée, malgré ce que veut faire sans doute les archives cubaines dans les mémoires, c'est en partie parce que à la fin, il y a un certain échec. Déjà, l'un des organisateurs, qui est Ben Barka, un Marocain, a été enlevé quelques mois plus tôt ou quelques jours plus tôt à Paris. D'autre part, pendant la moitié de la conférence, Fidel Castro est obligé de se justifier en disant qu'il n'a pas tué Che Guevara, que Che Guevara n'est pas là, mais qu'il n'est pas en froid avec lui. Et Che Guevara est une grande figure révolutionnaire qui n'est pas là. Et donc, il y a un certain nombre... Et Ben Bella a été, quelques mois plus tôt aussi, destitué par Boumedienne. Ben Bella qui, malgré tout, incarnait une figure tiers-mondiste reconnue. Donc, c'est en partie pour ça que cette conférence-là n'a pas été médiatisée, enfin, n'est pas restée dans la mémoire, parce qu'il s'agit aussi d'un échec. Malgré effectivement le travail de propagande, on voit bien là aussi le jeu sur la langue, c'est-à-dire que tout le monde se parle soit en anglais, soit en français dans cette conférence-là. Et pourtant, les langues qui ressortent ici sont soit l'arabe, soit l'espagnol, pour montrer aussi que ce sont des langues révolutionnaires. Alors, on va finir cette projection avec le dernier document. On avait commencé avec les actualités françaises, on va finir avec les actualités françaises. C'est un document, là aussi, de 67, du 17 janvier 67. Ça s'appelle « L'ami de Fidel Castro, un homme dans la révolution, Ernesto Che Guevara ». Depuis 2 ans, le Che était devenu une sorte de personnage mythique. Lorsque Fidel Castro avait lancé l'opération de la Sierra Maestra, le médecin argentin Ernesto Guevara cherchait un emploi dans la Révolution. Il fut un des 12 hommes qui provoquèrent la chute du dictateur Batista. Entre Guevara et Fidel Castro, un lien romantique de sympathie et d'aventure s'était établi dès la première rencontre. Le médecin devint le maître à penser de l'avocat. Il sera très vite le plus célèbre des Barbudos. Après avoir été ministre de l'Industrie, il devint fin 64 l'ambassadeur itinérant de la révolution cubaine. Il vient à Alger, il est à Pékin. Et c'est en cette année 1965 que le mystère va commencer de l'entourer. Il quitte le gouvernement cubain et disparaît brusquement. À La Havane, on le dit mort. Et puis, il apparaît un peu partout et nulle part, dans tous les maquis d'Amérique latine. Véritable missionnaire de la Révolution. Mort un jour et de nouveau vivant. Si bien que mort, on le croira encore vivant. Oui, la chute vaut ce qu'elle vaut. Et donc, ce qui est intéressant là aussi, c'est que dans ce document des actualités françaises, il y a une sorte d'exaltation absolument stupéfiante. Je pense aux cinémas qui ont diffusé ça comme si c'était un document. Les actualités cubaines n'auraient pas fait mieux. Et voilà, et c'est les actualités françaises qui l'ont fait. Et comme on a parlé de la constitution des mythes, de la construction des mythes, on peut peut-être clore, avant de donner la parole à cette salle en pur délire, de voir un petit peu ce que vous pensez de la constitution de ces mythes algériens, de la révolution algérienne et de la révolution cubaine. Peut-être Nessim d'abord. Ce qui est assez intéressant dans la dernière archive, c'est qu'il est fait référence au fait que Che Guevara est allé à Alger. On parle en fait pas du premier voyage où on avait des documents, oui, mais du deuxième, celui de 65. Et en fait, quand on a préparé cette soirée, on a essayé de trouver des images de ce voyage de 65. Il n'y en a aucune, zéro, nada. On n'a pas réussi à en trouver parce que ça a été effacé aussi des archives cubaines. Pourquoi ? Parce que dans ce voyage de 65, Che Guevara fait un discours à Alger
où il se prononce clairement sans citer le nom de l'Union soviétique, mais en désaccord total avec l'Union soviétique, qui s'est rapprochée des États-Unis, en tout cas qui est dans une situation de rapprochement après la crise de Cuba. Vous savez, la fin de la crise de Cuba, il y avait eu le téléphone rouge, par exemple, entre les États-Unis et Cuba. Donc l'apaisement que Che Guevara critique. Et c'est là où la rupture se fait avec Fidel Castro, qui lui a besoin de l'Union soviétique pour vivre. Et c'est aussi pour ça que Che Guevara disparaît de la scène politique. Mais cette disparition de la scène politique et la cause qui en est issue, elle a disparu complètement des archives. En 1972, vous avez donc écrit ce livre consacré à l'indépendance algérienne, et vous écriviez « La révolution algérienne, comme beaucoup d'autres, n'a pas réalisé les promesses que son ampleur, son retentissement et certains de ses slogans semblaient préfigurer. L'écho que la révolution algérienne rencontra comme les espoirs qu'elle fit naître était dû en majeure partie à la participation massive des paysans, à la lutte de la libération nationale. Aussi, un examen des raisons pour lesquelles une telle mobilisation, bientôt relayée par celle des villes, n'a pu, après l'indépendance, contribuer à créer un nouveau Cuba, vaut-il d'être tenté ?» Et donc, on voit bien que vous êtes sévère, et en même temps qu'en 1972, vous voyez déjà, de manière assez prémonitoire, la suite de l'évolution du pays. C'était évident. C'est évident. À l'époque, il y avait une plaisanterie qui circulait à Alger et qui disait qu'il attribuait au ministre de l'économie. Nous étions au bord du gouffre, nous avons fait un pas en avant. Alors, les Algériens ont de l'humour. Certes. Et en même temps, il y a un pas en avant à ne pas trop faire dans le temps qui passe. Pardon pour avoir été aussi long, mais c'est à vous, madame. Je vous remercie infiniment, c'était formidable parce que j'ai vécu cette histoire de près. Ah. Je suis sociologue. Oui. Voilà, je m'appelle Nicole Enfou, je suis sociologue et j'ai vécu cette époque de près, puisque j'étais à Cuba en 1967, l'année de la mort du Che. Oui. Et j'étais avec un groupe d'étudiants de Nanterre qui allait donner l'année suivante, en 68. Oui, ce que l'on Ce que vous savez. Oui. Et on est allé à des réunions et tout à fait formidables de soutien à l'Amérique latine, de soutien à l'Afrique. Il y avait une vision internationaliste extraordinaire qu'on a perdue depuis. Et en 68, moi je me souviens, on scandait Ho Chi Minh, Che Guevara. Et parce que Ho Chi Minh, il parlait le français lui aussi. Oui. Ho Chi Minh a été docker à Marseille avant de faire la révolution au Vietnam. Bon, alors il y a tout ça qui m'a fait vibrer. Donc, je goûte peu, j'ai savouré ces archives, mais je goûte peu certaines observations, évidemment, entendues à la tribune, dont notamment la rupture, le Che arrogant, je ne sais pas en quelle année. Oui. Pour moi, le Che, parce que j'ai fait plusieurs séjours à Cuba, oui. Et j'ai toujours beaucoup parlé, je parle espagnol, avec les gens de Cuba, et pour eux, c'était un gigante moral, un géant moral. Et ça, ils le gardent dans la tête, c'est gravé dans leur tête. Et peut-être qu'il était un peu plus strict sur le plan idéologique que ne l'était Fidel. Mais enfin, Fidel, il se référait tous à José Martí, un des premiers révolutionnaires avant Fidel de Cuba. Donc, voilà, je ne suis pas d'accord avec... Et en plus, le Che est mort, comme le Christ, il avait une image christique sur son lit de mort, en Bolivie, assassiné par la Bolivie avec l'aide de la CIA tout de même. Et en plus, en Afrique, il a participé à des combats en Afrique et qui ont provoqué la chute de l'apartheid. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Voilà. C'est clair, merci. Voilà pour la diversité du débat. D'autres questions, points de vue? C'est aussi intéressant la façon dont on construit les héros, parce que l'image christique
du Che sur son lit de mort a été diffusée et utilisée justement parce que c'est une image christique qui rappelle des codes culturels occidentaux qui sont susceptibles de parler aux gens aussi. Certes. Oui, il n'empêche que quand vous lisez le journal de Bolivie écrit par le Che, qui essaye de mobiliser les paysans boliviens en leur parlant espagnol alors qu'il leur parle quechua, et qu'il termine toutes ces pages par « Aucun paysan ne m'a rejoint », il n'y a pas besoin d'y avoir la CIA pour être dénoncé. Les paysans l'ont dénoncé. La CIA s'en est emparée. Il est allé vers sa mort qu'il a créée. Je voudrais dire ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui a tiré sur le Che, le Bolivien, son père a été soigné de la cataracte par un médecin cubain. Voilà. Oui, mais ça, c'est l'histoire. Non, je dis, c'est l'histoire. Oui, oui. Elle avait mis au singulier, pas au pluriel. Simplement, pardon, mais si je viens de dire ce que je viens de dire, c'est à propos de la construction d'un mythe. Oui, ce qui est un autre sujet. Une question. Madame. Boa noite. Eu gostaria de agradecer muito à mesa. Sou brasileira, em Marsella, a escutar sobre as experiências de amizade entre Cuba e Argélia. Ainda mais neste momento em que meu país, a ditadura pode novamente iniciar esse debate sobre a possibilidade de transformação, não é? E o que essas imagens nos trazem sobre presença e ausência dos povos no debate democrático me parece muito importante. Eu estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. Merci, madame. Donc, peut-être avez-vous un peu... Non, traduisez. Donc, madame est brésilienne. Elle parle de ce qui se passe actuellement dans son pays, que beaucoup de ces images ont rappelé ce que sont les débats à l'intérieur de son pays, avec les pauvres, avec les conflits qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et elle nous remerciait pour ce débat. Je vous remercie beaucoup, madame, pour ce témoignage. Autre question? Autre intervention? Oui, bonsoir. Vous êtes où? Là-haut. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, je voudrais poser une question à madame Juliette Mince, puisqu'elle connaît très bien, puisqu'elle était en Algérie à l'époque. Oui. Moi, j'ai une impression très nette que, effectivement, Ben Bella et surtout Boumedienne, qui tirait les ficelles à l'époque, a éliminé, vous l'avez dit, Belkacem, et aussi, surtout, Ferhat Abbas, qui me semble être un personnage essentiel dans la révolution, enfin, dans le combat algérien pour l'indépendance. Et je pense que si Ferhat Abbas avait accédé au pouvoir, il aurait été le Mandela algérien. Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas refaire l'histoire, monsieur. Ferhat Abbas était effectivement un homme politique de longue date, de plus longue date que Ben Bella d'ailleurs, avec une expérience beaucoup plus longue du mouvement national algérien, mais aussi de la société française. Oui. Et par conséquent, on peut imaginer en effet que Ferhat Abbas aurait pu être un bon président semi-réformiste. Parce que quand j'entends, par exemple, Fidel parler de la révolution du marxisme et de termes de ce genre, moi je dis c'est pas du tout ce qui se disait ni pendant la lutte armée ni après l'indépendance tant que j'ai vécu en Algérie. Autrement dit, il y a un hiatus énorme, y compris dans le vocabulaire. Et souvent le vocabulaire est utilisé à des fins démagogiques et ne signifie strictement rien pour les gens auxquels il s'adresse. Pour Ferhat Abbas, encore une fois, on ne peut pas refaire l'histoire. D'ailleurs, c'est
peut-être que je parle sous votre contrôle, mais l'un des points de désaccord essentiels entre Boumedienne et Castro, c'est que, en gros, c'est construit progressivement, mais que Castro envisage la lutte mondiale comme les capitalistes contre les socialistes, alors que Boumedienne voit davantage les riches contre les pauvres. Enfin, c'est ça. Et donc, du coup, ils ne sont pas d'accord sur les termes même de l'ennemi devant lequel on doit lutter. Oui. Autre question ou point de vue? Il y a une question ici. Parce que je voudrais quand même rappeler Kateb Yassine qu'on va célébrer aux rencontres d'Averroès. Oui. Kateb Yassine, sur la langue française, qui avait dit « Le français est notre butin de guerre ». Et ça, c'est très important, parce qu'il y a actuellement en Algérie... Actuellement en Algérie, on n'aime pas que des Français viennent mettre leur nez dans les affaires. Dans le Hirak, il y a une députée France Insoumise qui a été vilipendée parce qu'elle s'est rendue à Béjaïa pour soutenir le Irak. Voilà. Autre chose, le lien Cuba-Algérie, je l'ai vécu en 1967, quand j'ai vu le film La bataille d'Alger à La Havane. Bien sûr. Film qui avait été censuré en France de Gillo Pontecorvo. Et tous les Cubains dans la salle étaient vraiment pro-algériens. C'était évident qu'ils avaient pris le parti de l'Algérie et non pas des parachutistes qui pratiquaient la torture. Ah, certes. D'autant que Pontecorvo savait comment conduire un récit. Exactement, oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez évoqué le rôle des femmes tout à l'heure, Madame Mince. Et j'avais une question sur les conséquences pour leur émancipation à la suite de ces révolutions, aussi bien à Cuba qu'en Algérie. En gros, est-ce que il y a eu des conséquences sur leur émancipation, le fait qu'elles aient participé à ces révolutions? Absolument pas. L'Algérie a promulgué un code de la famille qu'il a essayé que l'État a essayé de faire passer en cachette, sachant que les femmes et les anciennes combattantes, les moudjahidates, mais les jeunes femmes également, qui avaient participé à la lutte armée d'une autre façon, auraient récusé, et ils ont imposé un code de la famille qui est certainement un des plus rigoureux dans le monde musulman, hormis l'Arabie, Abu Dhabi, les pays du Golfe. Mais autrement, ce code de la famille faisait de la femme, suivait de très près la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Par conséquent, n'accordait aux femmes que les droits que l'islam, compris aujourd'hui, accorde aux femmes. Autrement dit, elle est inférieure à l'homme. Le chef, c'est le mec, le mari ou le père. Une femme ne peut sortir de son pays qu'avec l'autorisation du mari, du père ou de son fils, même s'il a 3 ans. Jusqu'à récemment, lorsqu'une femme était répudiée, elle ne conservait pas de domicile conjugal et les enfants appartenant au père, il les prenait s'il en avait envie, sinon il les laissait entre les mains des femmes qui se retrouvaient à la rue, souvent sans métier, sans argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, etc. Donc ça a été le pire qu'on puisse connaître et il a eu de très grosses réactions des femmes algériennes qui sont vraiment extrêmement courageuses, mais les années 90 ne les ont pas aidées, évidemment. Alors, je voudrais qu'on ait un dernier mot sur votre livre. Ah bon? Eh oui. De Gurs à Kaboul, qui est un livre d'entretien. Oui. Et c'est un livre extrêmement... qui est d'une rectitude incroyable, qui raconte toute une vie, depuis le camp où vous avez passé une partie de votre enfance, jusqu'à... 20 mois. 20 mois. Jusqu'à Kaboul.
Et j'aurais souhaité qu'on ait peut-être un dernier mot sur des femmes que vous avez aussi bien connues, les femmes kurdes, puisque c'est ça aussi l'actualité. L'histoire est quelque chose qui connaît des fulgurances sans cesse. Ces femmes kurdes, vous les avez connues, elles sont ce qu'on en dit, c'est-à-dire des combattantes, mais peut-être pas conformes. Là aussi, il y a des mythes. Alors, parmi les femmes kurdes, il y a des femmes kurdes combattantes, donc des peshmerga, et vous avez également, peut-être plus importantes numériquement aujourd'hui, des femmes yézidis qui sont kurdes, mais qui ont été vraiment la proie de Daesh d'une façon éhontée. C'est vraiment inacceptable que des groupes humains, quelle que soit leur idéologie, imposent à des femmes. Bon. Que dire d'autre Si ce n'est saluer leur courage. Il faut saluer leur courage et il faut dire aussi que lorsqu'un membre de Daesh est atteint par une femme, c'est désespéré pour lui, il ne pourra plus aller au paradis. Oui. C'est la mort totale. Bon, moi, ça me fait bien plaisir. Juste un dernier mot pour Nessim. Ce dont nous avons parlé, au regard des événements actuels, c'est une balise de l'histoire, mais une sorte de météore totalement oublié, où finalement on est dans la perplexité totale de ce qui va pouvoir se passer et à Cuba et en Algérie. Qu'est-ce qui reste de ce parcours amical de quelques années ? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la première fois que j'ai vu les images, je me suis dit, bon, c'est un ancien temps, c'est le Che Guevara. Che, il est mort 20 ans avant ma naissance, donc pour moi, c'était... Et en fait, c'est en réfléchissant, je me suis rendu compte que beaucoup d'acteurs étaient encore vivants, en fait. Ou jusqu'à récemment, Bouteflika, on ne sait pas trop. Fidel Castro, il est mort en 2016. Raúl Castro, il est encore vivant. Et d'autres personnes qui ne sont pas forcément sur les images. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'à la fois, c'est une histoire qui n'est pas si lointaine que ça de nous, mais surtout qu'il n'y a pas eu de renouvellement des générations si forte que ça dans les deux pays depuis, en fait. Et donc, cette amitié des révolutionnaires des années 60 qui s'incarnait dans un projet politique révolutionnaire, au moins en théorie, elle a continué sans ce projet-là, mais de manière, finalement, la survivance d'une certaine mémoire après, mais sans, évidemment, la même force. La même intensité. Merci énormément à vous deux. Et merci d'avoir été présents et d'assister à ce débat. Merci beaucoup.